Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. En premier lieu, la capitale fait face à des pluies torrentielles qui perturbent la vie quotidienne des habitants. En réponse à cette crise, toutes les institutions se mobilisent pour assurer la sécurité des citoyens et minimiser les dégâts. Et la troisième édition de la Semaine nationale de la cybersécurité a pour objectif de sensibiliser le public aux risques liés à Internet. À l'international, un camion frappe une station de bus en Israël, faisant au moins 50 blessés. Aujourd'hui, à la primature, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu Cynthia Kersh, la nouvelle ambassadrice des États-Unis en République de Djibouti. Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur des initiatives communes pour renforcer la sécurité régionale en mettant un accent particulier sur la situation en Somalie, au Yémen et dans la mer Rouge. La coopération autour des programmes des Nations Unies a également été abordée, notamment dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains et l'immigration de masse. Les échanges ont également exploré les moyens d'accroître les investissements américains à Djibouti, notamment dans les secteurs de l'éducation, de l'emploi et de l'énergie. Le Premier ministre a souligné l'importance de la coopération économique et a exprimé le souhait de bénéficier de l'expertise des entreprises américaines pour développer des énergies sans carbone. Il a notamment mentionné les projets d'énergie renouvelable et la gestion des ressources en eau, en insistant sur des initiatives telles que le dessalement, l'énergie éolienne, solaire, géothermique et marémotrice. Une étude financée localement pour la production d'énergie marémotrice dans les passes de Goubet a d'ailleurs été présentée à l'ambassadrice. Quant à elle, l'ambassadrice s'est engagée à promouvoir les atouts de Djibouti pour attirer davantage d'investissements directs et encourager les échanges entre les États-Unis et Djibouti. Elle a rappelé le rôle stratégique de Djibouti qui abrite la plus grande base militaire américaine en Afrique. Autre rencontre, cette fois-ci, le Premier ministre a accueilli Sultan Saïd Ahmed, envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères de Finlande, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. M. Ahmed, récemment nommé responsable des relations avec l'Afrique de l'Est, effectue une tournée régionale visant à consolider les partenariats stratégiques. Il a proposé à l'organisation, sous le leadership de Djibouti, de rencontres axées sur le soutien aux lois internationales et sur le programme finlandais. Ce programme inclut une initiative de médiation pour promouvoir la paix entre la Somalie et l'Éthiopie en collaboration avec le Qatar et la Turquie et fait écho aux efforts de Djibouti lors des accords de paix d'Arta au début des années 2000. Les discussions ont également abordé divers enjeux régionaux dans la lutte contre les Chebabs, les crises au Yémen et au Soudan, les tensions internes en Afrique, les tensions internes en Éthiopie, ainsi que les défis posés par le mémorandum d'entente concernant la reconnaissance de la souveraineté du Somaliland. Ce dernier point suscite des inquiétudes quant à la stabilité régionale, en particulier avec l'implication de pays non membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, tels que l'Égypte. Et les deux parties ont exprimé leur soutien à un dialogue constructif et à des solutions pacifiques avec l'objectif d'établir un plan d'action concret mobilisant toutes les bonnes volontés. À la une également, la délégation djiboutienne menée par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, a participé à une réunion de haut niveau du FMI à Washington pour aborder les défis économiques et sociaux de la région. Le point dans cette séquence. La délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Douale, a participé à une réunion de haut niveau organisée par le Fonds monétaire international à Washington. Le ministre, accompagné du ministre du budget Ismaël Ibrahim Roble et du gouverneur de la Banque centrale Ahmed Osman Ali, a échangé avec les représentants des pays de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Pakistan et Afghanistan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des réunions annuelles du groupe de la Banque mondiale et du FMI qui se tiendront du 21 au 26 octobre, dirigée par la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Les discussions ont abordé des enjeux cruciaux tels que le développement durable et la refonte du système financier mondial. Lors de son intervention, le
Premier ministre Ilyas Moussouda a partagé la vision de Djibouti concernant sa coopération avec le FMI, en mettant en avant les défis économiques rencontrés par le pays. Il a souligné les limites des capacités de l'État face aux crises externes aggravées par des dynamiques géopolitiques et des mouvements migratoires entre l'Afrique et la péninsule arabique. Le ministre a décrit la situation complexe de la Corne d'Afrique et a exprimé ses inquiétudes quant aux répercussions sociales de cette crise. Appelant à une coopération renforcée avec les pays du Golfe, il a mis l'accent sur l'importance de former un bloc géopolitique avec la Corne d'Afrique pour élaborer des stratégies d'urgence et des programmes de soutien post-crise. Et lors des réunions annuelles du FMI, la délégation djiboutienne a échangé par la suite avec des experts de la Banque mondiale sur le développement de l'identité numérique à Djibouti. Explication. Parallèlement, toujours à Washington, la délégation djiboutienne a participé à un panel sur l'identité numérique lors des réunions annuelles du FMI, offrant une plateforme d'échange dont des experts de la Banque mondiale sur l'implantation des systèmes à Djibouti. Ces projets lancés en partenariat avec une société allemande a rencontré divers obstacles depuis son initiation. Durant la session, une spécialiste du développement numérique de la Banque mondiale a présenté le concept identité numérique en soulignant ses avantages pour l'accès aux services publics et l'échange sécuriser des données. Elle a également abordé les exigences en matière de sécurité et de protection de la vie privée, tout en mentionnant les défis rencontrés dans la mise en œuvre de ce système. Le ministre des Finances a réaffirmé l'engagement de Djibouti à assurer le succès de ces projets, tout en exprimant ses préoccupations face aux obstacles actuels. Les experts de la Banque mondiale ont rassuré en annonçant des évaluations du système pour aider les autorités à prendre des mesures correctives. La ministre déléguée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, a salué le soutien de la Banque mondiale pour ce projet stratégique et a partagé les progrès réalisés, notamment la solution E-Cabinet, le représentant international Finance Corporation. Quant à lui, a souligné l'importance de l'identité numérique pour le développement du secteur privé et a évoqué l'appui de son institution au secteur concerné. Cette rencontre a permis de renforcer les discussions autour de l'importance d'une identité numérique fonctionnelle pour le développement économique et social de Djibouti, tout en consolidant les partenariats avec les institutions financières internationales. Et concernant les pluies à Djibouti, mobilisation générale pour faire face aux inondations, le ministre de l'Intérieur par intérim a mené ce matin une visite d'inspection sur les principales artères de Djibouti, marquées par des accumulations d'eau suite aux récentes pluies. Explication. Le ministre de l'Intérieur par intérim, M. Qassim Haroum Ali, a mené ce matin une visite d'inspection sur les principales artères de Djibouti, marquées par des accumulations d'eau suite aux récentes pluies. En réponse d'intempéries, les ressources des différents services de l'État ont été déployées. En premier lieu, le service de la protection civile et la préfecture de la ville de Djibouti ont entrepris des opérations de pompage des eaux dans les zones les plus touchées. Les forces armées djiboutiennes, la gendarmerie nationale, la force nationale de police et les gardes-côtes ont également apporté leur soutien. Une répartition géographique des zones d'intervention a permis de coordonner efficacement les efforts pour évacuer les sinistrés et les mettre en sécurité. Les équipes militaires ont fourni un appui logistique, assuré la sécurité des sites d'accueil et participé aux opérations de distribution des vivres et des secours. Rappelons que la préfète adjointe de la ville a confirmé que toutes les équipes de la mairie et des sous-préfectures sont en action pour accompagner la population en ces moments difficiles. Le ministre de l'Intérieur par intérim et ministre chargé de la décentralisation, Qassim Haroum Ali, a affirmé lors de sa visite d'inspection ce matin que l'ensemble des moyens de l'État et des forces de sécurité ont été mobilisés pour assurer la sécurité des citoyens et réduire l'impact des inondations à Djibouti. Nous l'écoutons. Hier après-midi, tous les services de l'État sont à pied d'œuvre. L'ONIAD, l'inspection civile, l'inspection de protection civile, la mairie, la préfecture, tous les présidents de communes, toutes les personnes qui interviennent dans l'assainissement sur la ville sont à pied d'œuvre. Et vous avez vu que depuis hier après-midi, il y a beaucoup d'eau qui ont été évacuées. Il y a 9 groupes qui sont éparpillés un peu dans la ville pour l'évacuation de l'eau. Et ici, nous avons un problème d'évacuation parce qu'il y a l'eau pluviale et l'eau de fosse qui rentrent ensemble. Mais j'ai donné des ordres pour que l'ONIAD amène les camions citernes pour évacuer toute cette eau qui bloque. Donc nous sommes à pied d'œuvre. Nous remercions le soutien du président de la République qui suit pas à pas l'évolution de l'évacuation d'eau de la ville de Djibouti.
Et justement, Madame Faiza Roman Ismail et Monsieur Mohamed Ali Ahmed supervisent la réhabilitation et le déblocage des canalisations pour un meilleur drainage des eaux pluviales et la sécurité des habitants dans le cadre d'une initiative renforçant la résilience de la ville face aux inondations. Le point nous est fait par Samant Al-Saïd. Dans le cadre de l'amélioration de la gestion des eaux pluviales de l'assainissement, la chef de service de l'assainissement, Mme Faiza Roman Ismail, et le responsable de l'assainissement, M. Mohamed Ali Ahmed, ont supervisé le déroulement des activités de déblocage et de réhabilitation des canalisations. Ces travaux visent à assurer un drainage efficace des eaux pluviales, particulièrement après les fortes pluies qui ont récemment touché la région. Les équipes sur le terrain ont réalisé des inspections approfondies et des interventions ciblées pour améliorer les obstructions dans les réseaux d'assainissement. Rappelons que cette initiative est essentielle pour garantir la propreté de notre environnement et la sécurité de nos citoyens. La réhabilitation des réseaux d'assainissement est cruciale pour parvenir les inondations, améliorer la qualité de vie des habitants. Ces actions s'inscrivent dans une démarche globale visant à renforcer la résilience de la ville face aux aléas climatiques. Sur le canal de l'avenue 26, côté Cesta, c'est un grand ouvrage en fait de l'eau pluviale. Qui collecte les eaux pluviales de tout un grand bassin versant. Et ces canals, on est en train de faire de travaux de réhabilitation du canal. Et on est en train de faire le changement des dalles de canal. Et ces travaux de prévention sont des travaux cruciaux pour garantir à la fois la sécurité des passagers de cette voie, parce que ça permettra d'éviter à long terme tout effondrement. Donc c'est pour garantir, ces travaux servent à garantir à la fois la sécurité des passagers et aussi le bon fonctionnement de notre ouvrage, de ce grand ouvrage qui est le grand canal de l'avenue 26, le canal eau pluviale. C'est juste la suite des travaux qu'on avait fait à l'avenue Nasser, sur le canal de l'avenue Nasser. Maintenant on est sur le canal de l'avenue 26 et on va continuer sur tous les canaux qui se trouvent le long de la route Cesta. Ces travaux, on est conscient qu'ils génèrent des gênes et des déviations de route. Donc nous tenons à nous excuser pour tous les passagers et tous les usagers de cette voie pour ce gêne occasionnel. Et nous allons finir les travaux dans le plus bref délai et dans le meilleur délai. Et de l'autre côté, l'oued d'Ambouli est actuellement en crue suite aux fortes précipitations qui se sont abattues en amont de la périphérie de Djibouti. Depuis jeudi, des pluies torrentielles ont considérablement accru le volume de l'oued, provoquant le débordement de son lit. On voit la suite avec Samant Al-Saïd. L'oued d'Ambouli est actuellement en crue suite aux fortes précipitations qui se sont abattues sur la ville ces derniers jours. Les pluies torrentielles tombées en abondance depuis jeudi ont accru le volume d'eau dans l'oued, provoquant un débordement dans certaines zones. Cette situation a engendré des perturbations dans la circulation routière. La situation a rappelé aux habitants de la capitale les événements passés où l'oued d'Ambouli avait également été en crue, causant des lourds dégâts matériels. Les autorités locales, notamment l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, sont rapidement intervenues pour atténuer les effets de ces inondations. Et voici la pluviométrie relevée ce dimanche 27 octobre à Djibouti Aérodrome. Seules quelques traces de pluie ont été enregistrées, tandis que plusieurs autres localités, notamment Balbala, ont connu des précipitations plus tôt dans la matinée dans la région d'Arta. Artaville 12 mm, Ouéa 10 mm en direction de Chebele et ses environs, Chebele 5 mm, le OPK20 40 mm dans le nord du pays, Tadjouraville 3 mm, Sagalou 44 mm, Randa 3 mm, Obokville 3 mm. Les précipitations ont donc été variées avec des valeurs maximales atteignant 44 mm à Sagalou. Toute autre chose, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabla, a présidé un atelier visant à élaborer un référentiel national pour définir les critères d'admissibilité des femmes aux méthodes de contraception. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabla Abdillah, a présidé un atelier pour l'élaboration d'un référentiel national en matière de critères d'admissibles des clientes aux méthodes et le renforcement des capacités des professionnels de santé en matière de conception et contraception chez les femmes à risque en contraception du postpartum
et recommandations de nouvelles méthodes. On assisté à cette rencontre la représentante du FUNIAB, Mme Aïcha Ibrahim Jama, le directeur général du CHUD, Dr Omar Mahmoud Ismail, et le directeur technique du CHUD, Dr Ahmed Bouta. L'objectif général de cet atelier est d'appuyer le ministère de la Santé dans l'élaboration d'un référentiel national en matière de critères d'admissibilité des clientes aux méthodes de renforcement des capacités des professionnels de santé en matière de contraception chez les femmes à risque, en contraception du postpartum et en recommandation de nouvelles méthodes en vue d'améliorer l'accès des femmes aux méthodes contraceptives qualité longue durée. Le gouvernement de la République de Djibouti entame depuis des années en collaboration avec le FUNIAB un plan d'action ambitieux permettant d'améliorer la prise en charge des services de planification familiale de qualité. Par ailleurs, les principales interventions en collaboration avec le ministère de la Santé s'articulent autour de l'amélioration de la gamme de prestations de soins et l'augmentation de la disponibilité et l'utilisation des prestations des services de planification familiale ainsi que le renforcement de la chaîne d'approvisionnement de production, la diversification de la gamme de méthodes contraceptives modernes et le repositionnement des méthodes de longue durée constituent des axes stratégiques pour le programme national de planification familiale. Et une délégation dirigée par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Mohamed Assowe, s'est rendue à Makassoro pour évaluer un site préhistorique riche en gravures rupestres en vue de sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. La suite dans ce commentaire. Une délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Mohamed Assowe, s'est rendue à Mbakarassou, dans la région de Tadjoura, plus précisément à Abourma. Et la délégation était composée du président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, de l'honorable député Mohamed Hamid, du préfet adjoint Habib Jama Djilani, du colonel Ali Chehem, de la représentante de l'UNESCO, et de Mme Idil Moussa, des chercheurs du CERD, d'un responsable de la Poste de Djibouti, ainsi que de nombreux hauts cadres de l'ANPC et du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ce site datant de la préhistoire livre sur près de 3 km de gravures rupestres d'une variété de thèmes qui traduisent la richesse des ressources naturelles d'antan aux faunes et aux flores, la stratification sociale, l'organisation d'une vie pastorale révolue. Il est actuellement un des plus importants sites préhistoriques de l'Afrique de l'Est. À travers cette expédition d'exploration, la ministre voulait constater de visu la richesse thématique suite en vue de la 3e candidature de Djibouti au registre du patrimoine mondial de l'UNESCO. À travers cette candidature, il s'agit là d'accélérer le processus de préservation et de sauvegarde de ces sites et d'appuyer les études scientifiques et académiques inhérentes. J'aimerais remercier Madame la Ministre de nous avoir impliqués dans cette mission, toute l'équipe du ministère de la Culture, les autorités locales, également le guide, la personne qui est en charge de préserver ce site et toute la communauté d'Abourma aussi qui a su préserver, on le voit aujourd'hui avec un site magnifique. Et j'aimerais assurer le ministère qu'on sera à vos côtés pour appuyer cette première candidature, Inch'Allah. Et c'est un grand plaisir et un grand honneur d'être là aujourd'hui. Il y a l'Assemblée nationale, la Commission pour le développement social et la protection. Mais avant d'aller à ce sujet, écoutons le mot de la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui a donc indiqué dans son intervention « Nous devons préserver notre patrimoine historique car il témoigne de notre identité et de notre richesse culturelle. » On l'écoute. Content enfin d'être sur le site d'Abourma pour apprécier de visu les gravures rupestres ici. Et je pense que c'est un site qui en vaut la peine de venir sur place, l'explorer, l'apprécier et voir aussi à quel point il y a besoin de préserver, de sauvegarder. Donc je pense que maintenant, on va passer le relais à l'UNESCO. Et nous espérons que mi-novembre, les experts vont venir et qu'en 2024, on va réussir ce gros projet d'inscription de ce site pour sauvegarde, préservation, pour études aussi. Donc aujourd'hui, on est tous là. Je pense que les institutions directement concernées sont là. Les experts et chercheurs du CERD sont avec nous. Le ministère en charge de la culture est là. Donc nous avons aussi la représentante de l'UNESCO, Idil, qui est avec nous ici, avec bien sûr les autorités de la région qui connaissent très bien ce site et son paysage. Et bien sûr l'armée qui nous a beaucoup aidés pour venir ici. Depuis 2014, ce projet est en cours. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on puisse avancer
et finaliser ce projet, je dirais, d'inscription. Donc là, tout le monde est mobilisé, toutes les institutions sont mobilisées et nous espérons que ça va aller vers cet objectif primordial qui est de l'inscrire pour préserver et pour après l'étudier et le transmettre, tous les secrets que renferme ce pierre sur ce qu'était Djibouti à l'époque préhistorique et même beaucoup plus loin. Donc enfin on y est. Merci aux autorités de la région, merci au président du conseil régional, Omar, et au préfet. Nous avons le préfet adjoint qui est avec nous. Donc bravo à toute l'équipe. Et je vous le disais à l'instant, à l'Assemblée nationale, la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement, présidée par le député Kamel Hamad, a donné un avis favorable au projet de loi portant sur la stratégie nationale d'alphabétisation fonctionnelle des adultes. On voit les détails avec Samot Al-Saïd. Présidence de l'honorable député Kamel Hamad, la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement s'est réunie aujourd'hui pour examiner le projet de loi numéro 125 de l'année 2024 de la 9e législature portant sur l'adoption de la stratégie nationale d'alphabétisation fonctionnelle des adultes 2024-2029. Cette séance qui a rassemblé les membres de la commission s'est tenue en présence de Mme Mouna Osmanaden, ministre de la Femme et de la Famille, accompagnée de ses principaux collaborateurs. Au terme de discussion, le projet de loi a reçu un avis favorable, ouvrant ainsi la voie à son adoption lors de la prochaine séance publique de l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, la 3e édition de la Semaine nationale de la cybersécurité organisée par l'ANSSI et inaugurée ce matin rassemble experts, institutions et forces de l'ordre pour échanger et renforcer les capacités en gestion des risques numériques. La 3e édition de la Semaine nationale de la cybersécurité a été officiellement inaugurée ce matin à l'hôtel Sheraton. Organisée annuellement par l'Agence nationale du système d'information, cette édition a été ouverte par le secrétaire général du gouvernement, Al-Mis Mohamed Abdullahi, en présence du secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de l'innovation, Abdallah Ibrahim Omar, et du directeur général de l'ANSSI, Mustafa Mohamed Ismail. En plus des officiels, cette édition a réuni des représentants des institutions publiques et privées, des forces de l'ordre, incluant la gendarmerie nationale, la police nationale, ainsi que des membres de la société civile. Pour cette édition, l'ANSSI a invité des experts nationaux et internationaux à échanger sur divers aspects de la cybersécurité lors de conférences, d'ateliers et des tables rondes. L'objectif principal est de renforcer les capacités des institutions publiques et privées dans la gestion du risque numérique et de sensibiliser les différents acteurs aux menaces actuelles. Cette semaine représentait une opportunité unique pour les institutions, les forces de l'ordre et la société civile d'améliorer leurs compétences en cybersécurité pour les professionnels du secteur numérique. Elle constitue également un moment privilégié de partage de connaissances et de présentation des innovations. À l'occasion de cette 3e édition, l'ANSSI a annoncé le lancement de la plateforme CyberSafe dédiée au signalement des contenus illicites en ligne, développée en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille, la gendarmerie et la police nationale. Cette plateforme permet aux citoyens de signaler rapidement et en toute sécurité des contenus inappropriés ou illégaux tels que le cyberharcèlement et l'intimidation en ligne. Et à l'ouverture de la Semaine nationale de la cybersécurité, le directeur général de l'ANSSI a rappelé l'urgence d'une vigilance collective face aux risques numériques. Nous l'écoutons. Un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de la 3e édition de la Semaine nationale de cybersécurité, un événement devenu incontournable qui témoigne de notre engagement collectif à renforcer la sécurité numérique de notre pays. Cette rencontre représente bien plus qu'un simple moment de partage. Elle constitue une occasion cruciale pour aborder les défis pressants qui se présentent face à nous dans un domaine en constante évolution. La cybersécurité n'est pas seulement une question technique, elle est au cœur de notre quotidien. À une époque où nos vies sont de plus en plus connectées, où chaque clic, où chaque interaction en ligne peut entraîner des conséquences négatives significatives, il est impératif que nous prenions conscience des enjeux qui nous entourent. La cybersécurité est l'affaire de tous, d'où l'importance de la collaboration entre les différents acteurs de la société, gouvernement, entreprises, sociétés, organisations non gouvernementales et citoyens. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la protection de nos données et de nos vies privées. Dans cette semaine, nous avons convié des experts nationaux en majorité, mais aussi des experts internationaux
pour aborder divers aspects de la cybersécurité à travers des conférences, des ateliers et des tables rondes. L'objectif est de renforcer les capacités de nos institutions publiques et privées dans la gestion des risques numériques et sensibiliser les différents acteurs aux menaces actuelles. Dans cette semaine, l'ANSSI est fière de lancer officiellement un livret intitulé « Licence Internet » réalisé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui vise à fournir aux jeunes générations un cadre éducatif sur les bonnes pratiques numériques et à promouvoir un usage sécurisé et responsable de l'Internet. À cette occasion aussi, nous aurons le plaisir d'annoncer le lancement de la plateforme CyberSafe, dédiée au signalement de contenus illicites. Et cette plateforme, développée en collaboration avec les forces de l'ordre, le ministère de la Femme et de la Famille, que nous remercions au passage, a été conçue pour offrir à tous les citoyens un moyen rapide et sécurisé de signaler des contenus inappropriés ou illégaux. Et dans cette dynamique, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique a ensuite pris la parole pour mettre en avant les enjeux stratégiques de la cybersécurité dans la transformation numérique du pays. Voici un extrait de son intervention. Grand plaisir que je prends la parole à ce jour pour le lancement de la Semaine nationale de la cybersécurité organisée par l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État. Cet événement, désormais essentiel dans le paysage numérique de notre pays et qui a pour objectif de sensibiliser l'ensemble des acteurs de la société aux enjeux croissants de la cybersécurité. En effet, nous vivons dans un ère où la digitalisation rapide de nos activités transforme profondément nos modes de vie, que ce soit dans les entreprises, les administrations publiques, les écoles et dans notre quotidien en tant que citoyens, nous sommes tous de plus en plus connectés. Si cette connectivité offre des formidables opportunités de développement économique et social, elle nous expose également à de nouvelles menaces. Le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation portera au niveau du gouvernement la stratégie nationale de la cybersécurité au mois de novembre prochain. Les cyberattaques, les fraudes en ligne, la manipulation des données sont des réalités auxquelles nous devons faire face. Ces menaces ne ciblent plus uniquement les grandes entreprises ou les institutions publiques. Aujourd'hui, chaque utilisateur Internet, chaque organisation, quelle que soit sa taille, est vulnérable. Il est donc impératif que nous agissons ensemble pour bâtir un environnement numérique sécurisé, résilient et fiable. Et enfin, le secrétaire général du gouvernement est intervenu pour rappeler la responsabilité collective face aux menaces numériques croissantes, en soulignant que la cybersécurité est un pilier essentiel pour la souveraineté nationale et la confiance des citoyens. On l'écoute. Une époque de transformation rapide où les technologies de l'information et de la communication, en particulier l'Internet, ont définitivement redéfini la façon dont nous interagissons. On redéfinit la façon dont nous travaillons. On redéfinit la façon dont nous échangeons. Cette transition numérique, nous la voulons, nous l'avons appelée de tous nos voeux et nous continuons à la vouloir car elle simplifie pour beaucoup notre quotidien, pour consulter des actualités, pour gérer nos comptes, pour régler nos factures, etc. Donc tout peut être fait maintenant online et les bénéfices sont extrêmement nombreux. Les technologies de l'information sont donc au cœur des services publics, de l'éducation, de la santé, des services financiers, de nos administrations. Elles jouent donc un rôle dans l'amélioration de notre quotidien, dans la gouvernance publique et donc dans notre vivre ensemble. Les avancées que nous réalisons dans le domaine du numérique, elles peuvent paraître suffisantes comme elles peuvent paraître insuffisantes. Mais pour autant, et quelle que soit l'appréciation qui est la nôtre, elles ne doivent pas nous faire oublier les risques existants et l'émergence de nouvelles menaces. La 3e édition de cette semaine nous invite donc tous et toutes à redoubler d'efforts en visant non seulement à sensibiliser, mais aussi à approfondir nos connaissances.
et les pratiques qui garantissent la sécurité de notre espace numérique. C'est pourquoi nous avons demandé à l'ANSSI d'aller dans les écoles. Nous avons demandé à l'ANSSI d'aller à l'université. Nous avons demandé à l'ANSSI d'aller dans les lycées. Nous avons demandé à l'ANSSI d'aller dans les CDC. Car les premières victimes sont trop souvent nos enfants. Alors que nous les pensons en sécurité au sein de nos foyers, nous les livrons avec des téléphones, nous les livrons avec des tablettes à un monde encore plus dangereux. Et poursuivant son intervention, le secrétaire général du gouvernement a appelé à une mobilisation générale. Son message a renforcé l'engagement de tous en faveur de cette 3e édition de la semaine de la cybersécurité. On réécoute le secrétaire général du gouvernement. Mesdames et messieurs, le cyberespace évolue dans un monde où les frontières n'existent pas, où il n'y a pas de visa, il n'y a pas de droit d'entrée. On ne frappe pas à votre porte. Et les menaces auxquelles nous sommes confrontés, elles évoluent de plus en plus rapidement. Elles deviennent de plus en plus sophistiquées. Les cyberattaques dans plusieurs régions du monde ont montré à quel point même ceux qui se pensaient plus développés sont vulnérables. Et conscients de cela, nous avons voulu utiliser cette plateforme afin de réunir des experts nationaux, des décideurs politiques, des universitaires, des acteurs économiques, afin d'échanger sur les meilleures pratiques, afin d'asseoir notre stratégie nationale de cybersécurité autour de 3 piliers qui sont essentiels. En premier lieu, il s'agit de la résilience de nos infrastructures. Il nous faut nous assurer que nos infrastructures numériques, telles que les réseaux énergétiques, les réseaux de communication, la logistique, les réseaux financiers, tout ça soit protégé et résilient face aux cybermenaces. La création du CERT en septembre dernier constitue déjà une première étape. Et en partenariat avec les autres institutions publiques et avec les acteurs privés, nous œuvrons pour renforcer nos systèmes de défense. Il nous faut également œuvrer davantage dans la sensibilisation auprès de nos concitoyens, au sein de nos écoles, comme je l'ai dit, dans nos administrations, mais aussi auprès des acteurs privés et de la société civile. Nous devons éveiller les consciences de l'ensemble de nos concitoyens, des parents, surtout, des acteurs économiques et des administrations publiques sur les risques qui sont liés aux cybermenaces. La sécurité numérique ne doit pas être perçue comme une responsabilité exclusive à des spécialistes. Elle ne doit pas être conçue comme une responsabilité qui incombe uniquement à l'État. Mais elle se doit être perçue comme un enjeu qui est un enjeu collectif. Monsieur Hassan Issa Souldan, inspecteur général de l'État de Djibouti et secrétaire exécutif du Forum des inspections générales d'État d'Afrique, a représenté son pays à la 9e Assemblée générale et au 11e colloque international du FIGE tenu du 22 au 24 octobre dernier à Luanda, en Angola. Cet événement a rassemblé des délégations de 27 institutions africaines et plusieurs partenaires internationaux pour échanger sur la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Lors de cette rencontre, M. Souldan a prononcé des discours, rencontré d'autres délégations pour renforcer la coopération et a été reçu par le président angolais Lourenço. Retour à Djibouti. Aujourd'hui, l'hôtel Aïla a accueilli un forum régional organisé par le mouvement de la jeunesse une et indivisible de Djibouti consacré à la justice climatique et à l'engagement des jeunes en Afrique de l'Est. Sous le patronage du ministère de l'Environnement et du Développement durable, cet événement rassemble de jeunes leaders, des experts et des représentants d'organisations internationales venus partager leur vision et renforcer leurs actions en faveur du climat. Les participants auront donc l'opportunité d'échanger des idées et de bénéficier de formations thématiques qui culmineront dans l'adoption d'une déclaration commune. Cette dernière synthétisera les priorités des jeunes en matière de justice climatique avec l'ambition d'influencer les politiques publiques à l'échelle régionale et continentale.
Le forum se fixe également pour objectif de créer un réseau régional de jeunes leaders propice au partage de ressources et à la coordination d'actions face aux défis climatiques. Négatif, l'impact du changement climatique dans la région et en Afrique de manière générale. Et face à cette situation, l'engagement des jeunes s'avère important, est une nécessité. Alors, d'où le fait que depuis bien d'années, Social Factory s'est engagé donc, dans des initiatives en faveur de l'engagement des jeunes dans la justice climatique. Et pourquoi nous le faisons? Parce que nous croyons au capital humain, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous saluons cette belle initiative qui permettra à plusieurs jeunes venus de plusieurs pays de la région de bénéficier de formations, d'encadrement, etc. Le capital humain est d'autant plus important parce qu'au-delà de tout, on ne peut pas parler de développement, de changement positif sans parler de capital humain des jeunes. Ce n'est pas moi qui le dis, Nelson Mandela l'a si bien dit, l'éducation est l'âme la plus puissante pour changer le monde. Je voudrais, à cet instant de mon propos, remercier infiniment le mouvement de la jeunesse indivisible de Djibouti, avec à sa tête M. Ahmed Mongola, que je demande d'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour l'excellente initiative et pour son dévouement en faveur de la jeunesse. Mes remerciements également vont à l'endroit du gouvernement, et donc du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Je le dis très souvent, c'est une opportunité, une très grande chance que les jeunes Djiboutiens ont d'avoir un gouvernement qui soutient sa jeunesse, qui soutient de telles initiatives. Le boulot nous fait voyager et ce n'est pas toujours que les jeunes bénéficient du soutien à un tel niveau du gouvernement. Donc nos remerciements. Et le président du mouvement Jeunes et Indivisibles, une et indivisible de Djibouti, Ahmed Mongola, a souligné combien l'implication des jeunes est cruciale dans la lutte contre les défis climatiques. On l'écoute. Monsieur, chers jeunes leaders de l'Afrique de l'Est, c'est avec, chers jeunes Djiboutiens, c'est avec une immense joie et un grand honneur que je vous souhaite la bienvenue à Djibouti pour ce forum des jeunes de l'Afrique de l'Est sur la justice climatique. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de votre engagement et de votre détermination à faire face aux défis climatiques qui touchent notre région. La justice climatique est une question de droits humains, de justice sociale et de développement durable. En tant que jeunes, nous avons la responsabilité et le pouvoir de mener le changement. En Afrique de l'Est, les jeunes se mobilisent pour demander plus de justice climatique aux côtés de l'Alliance des Panafricaines pour la justice climatique. C'est la voie la plus forte à la recherche d'une plus grande équité entre les générations dans l'action climatique. La mobilisation des jeunes donne de l'espoir. Les jeunes demandent à vivre dans une société plus juste, dans un environnement plus sain, où les leaders politiques répondent aux appels d'action en faveur de la justice climatique. Ils demandent des mesures plus ambitieuses et exigent qu'on travaille collectivement pour un avenir où ils pourront s'épanouir. Il est essentiel de noter que les jeunes dans les régions de l'Afrique de l'Est ne sont pas seulement les victimes de l'injustice climatique, mais aussi l'espoir vers un avenir meilleur. Le représentant des Nations Unies et le secrétaire général du ministère de l'Environnement ont quant à eux salué cet engagement, témoignant de leur soutien pour un avenir durable en Afrique de l'Est. Un message que je vais vous donner, parfois avec le changement climatique, c'est difficile de trouver les collectifs ou les personnes qui disent « moi je dois changer ». Normalement, si on part avec les Européens, ils disent non, mais nous sommes une des régions qui est en train d'investir plus dans les énergies renouvelables. C'est la Chine qui est en train il y a plus de pollution. Ok, on part avec la Chine, il dit non, quand on fait per capita, nous sommes un des moins polluteurs du monde parce que nous sommes beaucoup de population. Ok, c'est vrai, sont les autres. Donc, on va dans d'autres continents, on va en Afrique, il dit non, l'Afrique, nous sommes en train de, c'est vrai, l'Afrique, je crois que c'est 4% de la pollution seulement. Donc, ce n'est pas nous, c'est les autres. Et comme ça, on passe d'un collectif à l'autre et tout le monde a signalé, ce n'est pas moi qui dois changer, c'est les autres. Et en même temps, les planètes continuent à se chauffer, les pollutions continuent à monter. Donc, je crois qu'à part de la justice
que les collègues viennent de signaler. J'aime beaucoup que vous parlez de justice climatique, pas seulement de changement climatique. C'est vrai que les personnes qui ont fait rien pour provoquer ce problème sont les personnes qui sont en train de le souffrir plus. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte d'urgence où les effets du changement climatique se font sentir avec une intensité croissante dans nos régions, fragilisant nos sociétés, nos économies et surtout notre avenir. La crise climatique que traverse l'Afrique de l'Est est sans précédent. Nos communautés sont confrontées à des sécheresses dévastatrices, à des inondations qui ruinent des vies, des terres et des moyens de subsistance, exacerbant la pauvreté et les déplacements massifs. En tant que secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable de Djibouti, je suis conscient que notre combat est de taille. Il s'agit de protéger notre planète, nos ressources, mais surtout nos populations les plus vulnérables, en particulier nos jeunes qui hériteront du monde que nous construisons aujourd'hui. Cependant, nous ne devons pas céder au désespoir. Ce forum est une lueur d'espoir. Il symbolise la force et la détermination de la jeunesse d'Afrique de l'Est à faire face à ces défis de manière proactive et innovante. Et dans le reste de l'actualité, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, de Ali Saïd Mahmoud, a signé aujourd'hui un plan d'action avec le HCR, représenté par son nouveau délégué à Djibouti. Et bien, ce plan d'action s'inscrit dans une démarche commune en faveur de l'inclusion et de l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, avec une attention particulière portée à l'intégration des réfugiés. Objectif, renforcer la protection, l'inclusion sociale et l'accessibilité pour les personnes handicapées, réfugiées et migrantes vivant à Djibouti. Cette signature marque une avancée significative et constitue une feuille de route pour un partenariat durable et fructueux entre l'ANPH et le HCR. Écoutez le représentant du HCR à Djibouti. Pour les réfugiés, c'est un immense plaisir d'être ici et de prendre la parole à cet événement qui réunit encore sur la signature du plan d'action conjoint entre le Haut Commissariat pour les réfugiés et ANPH. C'est vraiment une amitié, une coopération traditionnelle. Je tiens à saluer l'action que mène l'État djiboutien et surtout via son Excellence le chef de l'État, Monsieur le Président Ismaël Oumar Guelleh, qui a toujours cette politique de porte ouverte et qui nous a permis d'être aujourd'hui ici. C'est vraiment un grand honneur pour nous. Et votre référence aujourd'hui en tant que ANPH est une manière aussi d'inclusion des réfugiés. Et vous l'avez déjà démontré par toutes les actions que vous avez déjà menées sur le terrain. Je tiens aussi à dire, à saluer aussi l'exemplarité que vous menez dans vos actions de cohésion sociale et de cohésion pacifique. Monsieur le directeur général et frère, permettez-moi encore de vous féliciter personnellement et au nom du Haut Commissariat pour les réfugiés de tout ce que vous avez fait qui est remarquable, inspirant concernant l'inclusion des personnes handicapées. Et prenons la parole à son tour, le directeur général de l'ANPH a indiqué « Aujourd'hui, en signant ce plan d'action avec le HCR, nous affirmons notre engagement à garantir que les droits et les besoins des personnes en situation de handicap soient pleinement intégrés dans les programmes d'aide et de soutien aux réfugiés. » Le Croissant Rouge de Djibouti a clôturé aujourd'hui une formation cruciale tenue du 19 au 24 octobre visant à renforcer les compétences des dirigeants communautaires dans la gestion des catastrophes et l'atténuation de leurs impacts. Cette initiative réalisée en partenariat avec l'agence de coopération turque Latika et l'organisation humanitaire turque Kizilay s'est concentrée sur la réduction des dommages causés par les catastrophes ainsi que sur la formation de formateurs dans les domaines de la prévention des maladies infectieuses et de l'hygiène en contexte post-catastrophe. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont la secrétaire générale du Croissant Rouge, l'ambassadeur de Turquie et le coordinateur de l'agence de coopération turque Latika à Djibouti. Leur présence donc témoigne de l'importance de cette initiative pour renforcer la coopération humanitaire et développer les relations bilatérales. Eh bien, à terme, ces formations permettront de développer un réseau de formateurs capables de diffuser ces connaissances au sein des communautés. Écoutez l'ambassadeur de Turquie à Djibouti.
J'espère que ça vous a plu et que les formateurs ici ont reçu de bonnes informations de nos expériences en Turquie et qui est malheureusement très fort puisqu'il y a beaucoup de difficultés parfois, comme vous le savez, mais on est très content de partager ça avec nos frères et nos sœurs djiboutiennes. Comme vous le savez, c'est ce que Son Excellence, Monsieur le Président m'a dit ici, quand je présentais mes lettres de créance, que toutes les portes seront ouvertes pour moi à Djibouti. Et c'est la même chose pour les Djiboutiens en Turquie. Et, on apprécie beaucoup, on a des relations décrites comme excellentes. Et nous, pour nous, TICA est une des premières organisations qui donne des différents projets comme celle-là. Et j'espère qu'on en fera d'autres projets ensemble et que ce sera une bonne occasion, disons, de renforcer nos amitiés et nos confréries. Écoutons maintenant un extrait de l'intervention de la secrétaire générale du Croissant Rouge de Djibouti. Pour nous, le Croissant Rouge de Djibouti, d'organiser cette formation aussi importante pour les pays, mais aussi pour les institutions humanitaires qui sont présentes dans les pays de Djibouti, et d'assister aujourd'hui avec un très grand honneur cette séance de clôture. Ça témoigne le bon travail qui a été lancé depuis le samedi dernier jusqu'à aujourd'hui, auquel vous avez bénéficié une formation très enrichissante de formateurs qui sont venus depuis la Turquie et qui étaient ici avec nous pour offrir et partager, échanger avec vous cette expérience riche qui était très parlante aussi, dont beaucoup d'entre vous ont déjà témoigné l'importance de cette formation. Donc en tant qu'organisateur de cette formation, on est très content aujourd'hui de clôturer avec succès cette formation et on remercie l'Agence de la coordination et collaboration TICA, la présence de Son Excellence Monsieur l'ambassadeur, mais aussi le formateur où on a eu aussi l'occasion d'échanger avec eux et qui sont hâte de revenir encore à Djibouti pour faire non seulement le suivi de cette formation, mais pour encore apporter d'autres formations importantes pour le personnel du Croissant Rouge, mais aussi étendre la formation aux différentes institutions humanitaires présentes sur Djibouti. Et dans l'actualité hors de nos frontières à présent, je vous dis en titre, un camion a percuté une station de bus à Ramat en Israël, blessant au moins 50 personnes, dont 4 gravement blessés, tandis que le chauffeur a été neutralisé par des civils. Après l'accident, Fardous Hussein nous en dit plus. Moins 50 personnes ont été blessées quand un camion a percuté dimanche matin une station de bus à la sortie de la base militaire dans le centre d'Israël, a annoncé la police israélienne. Selon la police, le chauffeur du camion a été neutralisé. Les premiers éléments de l'enquête indiquent qu'un bus s'est arrêté à un arrêt pour déposer les passagers. Un camion a alors percuté le bus et les passagers, a-t-elle précisé dans un communiqué. Le MDA a indiqué que 4 blessés dans un état grave avaient été évacués vers des hôpitaux de la région. De nombreuses ambulances étaient sur les lieux autour du camion, à la plateforme, dans la cabine de conduite était accidentée, ainsi que des effectifs de police et au moins un hélicoptère assurant la surveillance aérienne. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention.